Salutations habitants de la planète Terre, c'est Axolotl. Est-ce que vous avez déjà vu un film, qu'il soit d'animation ou pas, et en voyant une scène vous avez pensé « Attends, c'est possible ça scientifiquement ?» Probablement. Et si ça se trouve, vous avez vous-même ce pote relou qui, en pleine scène d'action, vous sort un « Hé, psst, hé, ça marche pas hein. Parce que selon la théorie de la relativité, un semaine devrait être suffisamment petit pour devenir un trou noir et se mettre à aspirer les particules aux alentours jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien à la planète Terre. » Alors que vous essayez justement d'apprécier de la beauté de la scène en question. Et ben moi, j'ai de la chance. Ce pote relou, je ne l'ai pas. Parce que le pote relou en question, c'est moi. Et des incohérences scientifiques, j'en vois environ un nombre de grammes par film. Si tu sais pas ce que c'est le nombre de grammes, félicitations, contrairement à moi, tu as une vie. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler incohérences scientifiques dans les films. Et comme je devais faire un choix, on va partir chez Disney et on va prendre un film qui se passe dans le passé, un dans le présent et un dans le futur. C'est parti! Then boom, and enter the intrusion. As you hit the resolution of the universe, the strands of its fabric, the tiniest fragment, the Planck length. Past that, gravity becomes fallacy. Try contrasting that with the galaxies, and to grasp the huge magnitude of the universe, it's unimaginable. But let's try anyway. If that insane length was one... Et on va donc commencer avec réponse. On va faire comme ça, je vous résume le film avec un peu d'humour, et quand il y a un truc qui colle pas, je me pose, je vous l'explique, et je compte une incohérence. Oui, c'est la même chose que Bullshitomètre. Oui, c'est du plagiat. Oui, je l'assume. Cyprien n'a pas inventé le podcast, Ypensé n'a pas inventé les vidéos de science, et Top 10 n'a pas inventé les Top 10, et si vous avez quelque chose à redire, eh ben vous pouvez toujours partir sur Dailymotion. Réponse donc commence avec le fait qu'une larme de soleil tombe sur la Terre. Et je suis presque sûr que si une larme de soleil s'écrasait sur Terre, ça brûlerait tout à des kilomètres aux alentours plutôt que de faire pousser des fleurs, mais bon, on est à la Renaissance, et vu le niveau intellectuel du narrateur, plus le fait qu'il vit à une époque où on sait même pas ce qu'est le soleil, je lui pardonne le fait d'avoir pris pour un bout de soleil ce qui est en réalité un peu d'énergie régénératrice. Bref, donc une fleur pousse et cette fleur a le pouvoir de guérir. Et quand la reine est malade, bah les gardes royaux vont chercher la fleur, la reine est guérie et elle accouche d'un joli petit bébé. Sauf que la fleur était utilisée par une dame qu'on va appeler Sarah Connor, je vous expliquerai plus tard pourquoi je l'appelle comme ça, pour rester immortelle. Du coup, elle s'introduit dans le château qui est de toute évidence ouvert au premier venu, elle vole le bébé après avoir découvert que ses cheveux avaient les pouvoirs de la fleur. Et là, boum, gros saut 18 ans dans le futur, où on apprend que la fille du roi, qui s'appelle Réponse, d'ailleurs le film se serait pas appelé Réponse si elle s'était appelée Ravioli, vit enfermée dans une tour sans avoir le droit d'en sortir, et qu'elle y fait plein de trucs sympas comme des cookies et des Plastique. Les cookies ont été créés en 1930 et je parle même pas du mot plastique. Combo, plus 2 au compteur direct. Et d'ailleurs ça en fait même 3. Pour vous expliquer ce qu'est la troisième incohérence, je dois juste vous dire ce que veut dire le son intradiégétique et le son extradiégétique. Wikipédia s'il te plaît. Son diégétique, son faisant partie de l'action pour être entendu par les personnages du film qui relèvent de la narration ou diégèse. Son extradiégétique, qui est extérieur à la narration, son ne faisant pas partie de l'action, comme la musique d'ambiance faite par les orchestres. Le problème, c'est que la chanson de réponse, vous serez d'accord, il n'y a aucun orchestre qui peut la jouer autour. Donc elle est forcément extradiégétique. Et attendez, Réponse l'entend vu qu'elle est en train de chanter par-dessus. Donc cette musique, elle est intradiégétique. Mais elle peut pas être intradiégétique vu qu'il n'y a pas d'orchestre pour... Alors, c'est de la musique produite par rien. Et de la musique produite par rien, bah scientifiquement, c'est pas top. Donc un plus au compteur. Et c'est le cas avec presque toutes les chansons de Disney. Il y en a très peu où il y a un orchestre qui est vraiment en train de jouer derrière. Et c'est tellement gros que je suis sûr que vous l'avez jamais remarqué. Comme quoi, plus c'est gros, plus ça passe. Pendant ce temps, on rencontre 3 autres personnages, le narrateur et 2 gars qu'on va appeler Terminator 1 et Terminator 2, mais vous comprendrez pourquoi plus tard. Ces gars volent une couronne, se font poursuivre, le narrateur trahit les 2 Terminators et tombe d'une falaise de plusieurs centaines de mètres de haut avec un cheval. Et il y survit, parce que c'est comme ça que la gravité fonctionne. Après, le narrateur se retrouve à grimper dans la tour de réponse, et elle réussit à lui voler sa couronne qu'il avait déjà volée, donc ça fait un double vol, et elle lui demande de l'amener en ville pour voir les lumières. Parce qu'elle avait réalisé que le jour de son anniversaire, les gens jetaient des lanternes. D'ailleurs, comment est-ce qu'elle connaît sa date d'anniversaire? Non, parce que même, comment elle sait ce que c'est un anniversaire? Parce qu'elle n'a jamais parlé à quelqu'un d'autre que Sarah Connor, et puis Sarah Connor et les anniversaires... C'est mon anniversaire. Non, impossible. Je le sais, je m'en souviens très bien. Ton anniversaire, c'était l'an dernier. Mais bon, ça a beau être incohérent, c'est pas une atteinte aux lois de la physique, donc je laisse couler. Smile, non. Non. Bref, le narrateur accepte et il se casse de la tour. Puis Sarah Connor rentre et se fait agresser par le cheval avant de réaliser que Réponse n'est plus là, et elle part à sa poursuite.
Pendant ce temps, le narrateur emmène Réponse dans un repère de migrants où elle n'est pas vraiment à sa place, si j'ai besoin de le préciser, et où l'un des gaillards nous fait très justement remarquer que Ça en fait des cheveux. Ouais, les laisse pousser. et effectivement, ça en fait. Moi j'ai une sœur et ses cheveux n'arrêtent pas de faire des nœuds. Alors avec un truc de 20 mètres de long, désolé Réponse, mais la science des nœuds ça existe. Bref, après tout le monde chante jusqu'à ce que 22 v'là les flics, Réponse et le narrateur s'enfuient et ils sont suivis par tous les gardes, sauf un pauvre mec qui est chargé de surveiller les Terminators. Il fait pas long feu et les Terminators cassent leur chaîne avec une hallebarde. Sans deck. Il faudrait plusieurs minutes avec une scie à métaux, mais non, un petit coup sec du poignet et ça suffit. Donc soit c'est une incohérence scientifique, soit ces mecs sont des robots. On va partir pour l'incohérence. Bref, Réponse et le narrateur se retrouvent devant un barrage. Le narrateur se bat en duel avec un cheval avec une poêle à frire et... Attends, quoi ? C'est pas interdit de parler de la physique, mais sans deck c'est aussi plausible que si je disais qu'en 2052, une intelligence artificielle extermine presque toute l'humanité et que la fraction qui reste entrait en guerre avec des Neko-Girls qu'ils traitaient comme des esclaves. Vous pouvez pas savoir comment je rage de pas pouvoir compter une faute là-dessus. Mais bon, c'est pas si grave parce que juste après le barrage casse, et j'ai pas besoin de vous faire un cours sur les tsunamis et la physique des mouvements des débris de barrage dans l'eau pour vous expliquer que tous ces gens sont morts. Et vu qu'ils survivent, j'ai mon ajout au compteur. Mais Réponse et le narrateur ne se noient pas et réussissent à se sauver, comme je viens de le dire. Pendant ce temps, les Terminators, qui ont eux aussi survécu, tombent sur Sarah Connor, oui je leur ai donné ces noms juste pour faire cette blague, et ils s'allient pour choper Réponse. Ils la retrouvent, Sarah Connor lui demande de rester avec elle, Réponse fait sa thug et elle refuse, le narrateur revient et ils vont en ville. La Réponse se fait faire des tresses, et désolé mais les tresses ça diminue la longueur par 3 en étant très généreux, tu transformes pas 20 mètres en 1m70, et c'est une faute pour la physique. Puis ils vont voir les lumières, Sarah Connor trahit les Terminators et récupère Réponse, les 3 criminels sont arrêtés et Réponse est ramenée dans la tour. Mais grâce à la magie du scénario, Réponse découvre qu'elle est la fille du roi et veut donc se barrer, mais Sarah Connor la fait prisonnière parce qu'elle est méchante. Pendant ce temps, les brigands qui étaient à l'auberge font s'échapper le narrateur, comme ça. Encore une fois, la gravité fait des siennes, parce que je suis sûr que tomber de 30 mètres de haut sur les testicules, ça fait pas vraiment du bien. Mais il réussit à s'enfuir et va sauver Réponse. Le problème, c'est que Sarah Connor l'attend et le poignarde. Mais Réponse réussit à la convaincre de le sauver, et ce dernier lui coupe habilement les cheveux. Et vu que les cheveux perdent leur pouvoir une fois coupés, Sarah Connor attrape toutes les années de vie qu'elle a volées, se met à vieillir de plus en plus et se décompose dans sa chute. Alors je partirai pas dans les trucs magiques, et j'admets le fait qu'elle vieillisse et qu'elle meure en accéléré. Mais c'est pas ton corps qui se décompose lui-même, ça fait intervenir des mouches, des vers, des bactéries, etc. Mais du coup, même si elle mourrait instantanément, impossible que toutes ces bestioles ne la fassent se décomposer aussi rapidement. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, de toute façon ses habits se sont décomposés alors que sa cape non. Donc... Mais bon, au final, le pouvoir de Réponse se retrouve dans ses larmes, parce que c'est un Disney, ça peut pas mal se finir. Elle réussit à sauver le narrateur, ils vécurent heureux et gouvernèrent leur royaume après avoir mis des gros doigts à la physique et à la science 9 fois. C'est beaucoup. Mais franchement, je m'attendais à trouver plus que ça dans un film qui parle d'une princesse magique. Parce que si vous pensez que les films suivants sont plus scientifiques parce qu'ils se passent à notre époque et dans le futur, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Mais j'y viens. Là-haut maintenant. Là-haut commence avec le jeune Carl Fredricksen. Je vais pas lui donner de surnom, c'est drôle une fois mais après ça devient lassant, qui est au cinéma et on comprend qu'il est un grand fan de l'explorateur Charles Muntz, au point qu'il se balade avec un ballon qui a le même nom que le dirigeable de l'autre Gugus. Et justement, en jouant, il fait la connaissance d'Elise, ils se marient, ils vieillissent et elle meurt. 11 minutes de film en quelques secondes. Pas mal. Comment ça, je viens de ruiner un moment super émouvant? Bon ok, je vous laisse un peu pleurer. Bref, un gars que je sais pas trop si c'est Neo ou l'agent K veut lui acheter sa maison pour construire un immeuble à la place, mais lui il veut pas. Et c'est là qu'il rencontre Russell, un jeune scout qui veut aider une personne âgée pour recevoir un badge et devenir un explorateur par la suite. Bon, dit comme ça a pas vraiment d'intérêt, mais il est important. Seulement, Carl frappe quelqu'un, se fait juger et est condamné à aller en maison de retraite, et donc à abandonner sa maison. Mais il décide de ne pas se laisser faire et transforme sa maison en montgolfière grâce à des ballons à hélium. Et bah non en fait, c'est pas possible. Parce que les ballons ont réussi à arracher les fondations de la maison, mais ils sont juste accrochés à des crochets de cheminée. Dans la vraie vie, les ballons auraient juste arraché les crochets, et ça aurait fait un lâcher de ballon, certes monumental et très joli, mais ça n'aurait pas avancé Carl à grand chose. Bref, du coup, Carl se barre dans sa maison volante. D'ailleurs, si on était dans la vraie vie, ça fait longtemps que l'armée aurait été appelée pour la battre. Mais il finit par réaliser qu'il a un passager clandestin, Russell. Et au même moment, il arrive dans un orage et il perd connaissance. Et quand il se réveille, Russell lui dit qu'il est là où il voulait aller, en Amérique du Sud. Du coup, Carl décide de descendre et il largue pour cela quelques ballons. Et la maison se retrouve de l'autre côté de la falaise sur laquelle il voulait aller. Boulet. Mais là, Russell a une super idée. Vu que la maison se conforte comme un ballon, il suffit de la tirer. Sauf que non.
Même dans l'espace où les choses ne pèsent rien, il vous faudra plus d'énergie pour faire bouger un astéroïde de la taille d'une montagne qu'un astéroïde de quelques mètres de long. Du coup, on va utiliser la deuxième loi de Newton pour calculer quelle force il faudrait exercer sur la maison pour l'accélérer à la même vitesse que celle que Karl quand il marche en 1 seconde. Et on trouve une force de 300 000 newtons si la maison fait 600 tonnes et que Karl parcourt 1 mètre en 2 secondes. Ça vous parle pas? C'est 3 fois moins que la force maximale exercée par une grosse locomotive diesel électrique. Sauf que là, cette force elle est exercée par un gamin et une personne d'au moins 80 ans. Et 3 gamins et 3 personnes de 80 ans ne peuvent pas tirer un train. Donc désolé mais nope. Puis il rencontre un oiseau géant qui fait dans les 3 mètres de haut type autruche colorée, qui monte sur la maison de Karl et il l'appelle Kevin. D'accord, sauf que la maison est censée monter et que le poids de 2 humains permet de la retenir au sol. Un oiseau de cette taille qui monte dessus devrait largement la faire perdre de l'altitude et se poser. Parce que des oiseaux de 3 mètres ça existait à la préhistoire. Et ils pesaient au minimum 350 kg. Donc soit c'est une incohérence, soit la gravité a encore une fois décidé de marcher autrement. Puis il rencontre des chiens qui peuvent parler grâce à des colliers fabriqués par leur maître qui s'avère être Charles Muntz, qui en l'occurrence cherche l'oiseau qui serait le couronnement de sa carrière depuis bien 60 ans. D'ailleurs je ne compterai pas d'incohérence parce que ce n'est pas une atteinte fondamentale aux lois de la physique, mais si un mec tout seul paumé dans la savane a été capable de construire des colliers qui font parler ses chiens avec des technologies des années 50, avec tous les scientifiques du monde et les avancées technologiques, ça ferait qu'en 2016 on devrait tous avoir notre Neko Girl génétiquement modifié. Au final, Charles veut les tuer. Du coup, il s'enfuit et... Non! Si l'équilibre est si instable pour que 2 humains permettent de faire la différence entre la montée et la stabilité, ils ont perdu beaucoup trop de ballons. Et comme il faut pas les choses à moitié, il se faut rattraper quelques minutes après et perdre encore plus de ballons. 2 points au compteur. Puis, Russell décide de détacher des ballons et d'aller chercher l'oiseau, qui a finalement été capturé. Et là, juste non. Grâce à une source d'informations sûre, les questions cons, on sait qu'un ballon peut soulever environ 7 grammes. Et du coup, on en déduit que si Russell faisait 40 kg, ce qui est déjà léger, il faudra 5714 ballons pour le soulever. Et je suis désolé, mais en faisant une grossière approximation pour avoir un ordre de grandeur, il y en a grand max 500. Et ça se voit clairement qu'il n'y en a pas 500 en plus. Et c'est sans compter le souffleur de feuilles. Donc non. Mais Russell se fait kidnapper et Karl allège sa maison en balançant tous les meubles pour la faire redécoller et rattrape le dirigeable. Parce que c'est bien connu, un truc vaguement bricolé pour voler peut rattraper un truc conçu pour ça avec des moteurs et tout. Et il infiltre le dirigeable. Et des chiens attaquent la maison avec des mitrailleuses qui tirent des fléchettes. Et là j'ai une question, pourquoi des fléchettes? Pourquoi pas des vraies balles? Non, parce que techniquement ça prend bien moins de place et c'est plus efficace. Et l'excuse du C1 Disney y a pas d'arme à feu aurait été valable si Charles n'était pas venu leur tirer dessus au fusil par après. Non, je crois que les chiens sont juste stupides. Tiens d'ailleurs en parlant de stupide, Doug active juste après un levier qui fait pencher le dirigeable de droite à gauche. Ok, mais juste une question, pourquoi il y a un levier pour faire ça? Non, parce que c'est comme si dans le Titanic on avait eu... Alors ça c'est la baragne, c'est le contrôle des moteurs, et ça c'est le levier pour percuter un iceberg, faut pas l'activer. Et je conçois qu'il y ait un levier pour faire pencher le dirigeable dans les virages, mais là le levier était clairement en position complètement activée, et pourtant le vaisseau ne penchait pas de quelconque côté. Donc en fait ceux qui ont fait le dirigeable de Muntz sont les mêmes qui ont construit l'étoile noire avec un gros passage pour accéder au réacteur central. Mais au final Karl réussit à tuer Charles et à prendre le dirigeable et à rentrer. Et là j'ai une seule question par rapport à la scène finale. C'est légal de garer un aéronef de 200 mètres de long en pleine ville ou bien les chasseurs de l'armée vont venir l'abattre d'ici 2 minutes? Bref, du coup 6 atteintes aux lois de la physique pour là-haut. C'est 3 de moins que réponse. Pas mal. Du coup, logiquement, on devrait se dire que le futur devrait encore perdre des incohérences. Mais Wall-E arrive. Et Wall-E, il va bien battre les records. Effectivement, Wall-E va battre des records. Mais là, c'est Axolo Montage qui vous parle. Et si je laisse la partie de Wall-E, la vidéo, elle va durer vraiment trop longtemps. Donc, la partie de Wall-E, elle arrivera dans la partie 2 de cet épisode, qui arrivera très bientôt. A plus!